Jean Moulin. Bonjour à tous, ici Flavien de Gueum sur l'AFNIX, émission Relations internationales du Journal International et de RL2. Aujourd'hui avec nous Marguerite Lusseau et Hugo Joly, étudiant en droit et philosophie, ainsi que Jenny Fricot et Charlotte Millot qui, elle, étudie le droit et la science politique. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, sujet décisif, l'environnement. La semaine passée, l'association Polygone tenait son colloque annuel sur ce thème. L'action environnementale à l'échelle citoyenne et l'eau comme source de conflit ont été les thèmes principaux de ces conférences. Alors, nous, à la rédaction, ça nous a beaucoup intéressé au point de prendre la décision de faire une émission cette semaine orientée environnement et relations internationales. Voilà, alors, comment sont mises en place les promesses faites lors des différents sommets sur le climat? Ce sera notre problématique, et plus particulièrement, évidemment, de la COP21, COP22 et COP23, les sommets les plus récents. Il y en a eu pas mal, des sommets, vous les connaissez tous. Enfin, peut-être pas tous, ça a commencé en 1972 avec la conférence de Stockholm, puis le sommet de la Terre à Rio. On entendra d'ailleurs tout à l'heure un petit enregistrement. Et puis Kyoto, le protocole de Kyoto que vous connaissez sans doute, il est célèbre puisque les États-Unis l'ont signé mais ne l'ont pas ratifié en 1997. Et puis en passant un petit peu, Copenhague, La Haye, etc., on arrive à la COP 21, 22, 23, c'est dont on parlera lors de cette émission. Alors vous allez dire, projet ambitieux, projet très large, trop large peut-être. Nous nous sommes donc focalisés sur des pays précis. Eugénie, présente-nous un peu de quoi tu vas nous parler toi. Eh bien moi je vais parler de l'étude de la Chine. L'étude de la Chine, puisque finalement l'étude de la Chine reste fondamentalement intéressante. Effectivement, la Chine c'est très intéressant. Et de quoi dans la Chine? Et du charbon. Voilà de quoi je vais vous parler plus exactement. D'accord, et je crois que Charlotte embraye juste après, c'est ça? Oui, moi je vais vous parler des îles Fidji. Parce qu'on entend beaucoup parler de ces îles, mais finalement, on ne sait pas quelle est leur importance dans ce grand débat international. Super, et enfin Marguerite, toi, tu nous emmènes dans un climat un peu moins tropical, si je ne m'abuse. Et oui, moi je vous emmène en Suède, parce que c'est un pays qui est considéré comme un modèle en matière d'écologie, et je voulais voir pourquoi et son rôle dans les relations internationales. Super, 3 pays, 3 continents, un beau panorama en perspective, mais avant, Hugo, tu inaugures une chronique qui reviendra toutes les semaines à partir de cette émission. C'est un petit peu une émission de fête, on peut le dire. Tu vas nous apprendre ce qu'il s'est passé cette semaine, la semaine dernière, dans le monde. Exactement, je vais vous faire un petit récap de ces 2 dernières semaines. Eh bien, nous t'écoutons. Eh bien parfait, bonjour à tous. D'ailleurs, pour commencer, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien remis des crampes d'estomac et des repas de fête, ou alors trop d'alcool dans le sang. Aujourd'hui, je suis un peu mitigé entre esprit de fête et perpétuelle dépression nerveuse en contemplant ce merveilleux monde cruel et sans cœur. On va rester dans l'optique des fêtes en parlant de la Syrie. Le 25 et le 26 janvier prochain seront des jours spéciaux. Comme durant le Nouvel An où nous attendons impatiemment de finir cette interminable année sur une note d'ivresse, car l'ivresse d'une fin conflictuelle se faisant attendre, le processus de Genève sera peut-être le bouchon de champagne marquant la fin de violence et de sang. C'est ainsi qu'aura lieu le processus de Genève, mais à Vienne pour des raisons de logistique. Qu'est-ce que ce fameux processus de Genève, me direz-vous? Eh bien, il s'agit d'une initiative internationale dans le cadre des Nations Unies visant à permettre une rencontre entre les partisans du régime syrien et la rébellion. Cette dualité conflictuelle nationale sera encadrée par le diplomate italo-suédois Staffan de Mistura qui a repris l'entreprise de pacification du conflit syrien depuis 2015. Ce processus visera donc à permettre de trouver un compromis pour mettre un terme à ce conflit. Selon Staffan de Mistura, il n'y a aujourd'hui aucune perspective politique qui se présente, sauf la réunion qui va se tenir à Vienne sous l'égide des Nations Unies. En attendant, la question est de savoir si cette rencontre réussira à pacifier le conflit là où les 8 autres tentatives ont échoué. On continue avec la préfète et avec une grosse gueule de bois et un mal de tête. De l'autre côté du globe, on lance la fléchature. Le Venezuela, le pouvoir vénézuélien, sous l'actuelle présidence du Vénézuélien Nicolás Maduro, a annoncé une élection anticipée ce mardi 23 janvier.
Donc je vais vous faire un petit récap sur la situation du Venezuela. Donc c'est un peu la même situation que mon corps après le 31, avec une hyperinflation de 1133,8% entre 2013 et 2017 selon le FMI, soit un des plus hauts taux d'inflation au monde suite à une pénurie généralisée s'étendant des matières premières aux aliments de première nécessité. De plus, un taux de chômage qui a augmenté de 25,3% entre 2013 et 2017 et des répressions sanglantes contre une opposition au président Maduro depuis 2014. Étant actuellement en période d'instabilité politique avec une majorité parlementaire anti-Maduro, cette élection anticipée semble à double tranchant. Sur le premier tranchant de la lame, on peut constater une possibilité de remplacer l'actuel président suite aux nombreux mouvements contre lui. Mais de l'autre tranchant de la lame, il peut au contraire s'avérer profitable au président actuel d'organiser cette élection. D'une part, cette élection anticipée ne laissera pas forcément une période suffisamment longue politiquement pour permettre aux électeurs de penser convenablement la succession du président vénézuélien. Et d'autre part, en raison de cette instabilité qui gangrène l'actuel système politique, une majorité politique pourra être plus complexe à mettre en place, permettant éventuellement une réélection de l'actuel président. Donc la marge de manœuvre de l'opposition vénézuélienne ayant la tête enfermée dans une politique répressive, la situation économico-sociale ressemble à une indigestion d'un repas de fête composé de crampes d'estomac et de relents gastriques. Autrement dit, le corps vénézuélien a soif d'ataraxie. Pour la suite, on va se faire un petit tour en Europe pour coller les yeux sur une fin à un conflit certes factice, mais néanmoins important. On va avoir un peu de gazon frais marécageux pour se rincer la bouche après une longue bataille contre un morceau de dinde de Noël mal cuit. Oui, le gouvernement français a abandonné le projet de Notre-Dame-des-Landes la semaine dernière. Après 50 ans de projet pour les bâtisseurs, 50 ans de lutte pour les écologistes et les agriculteurs, c'est un véritable bras de fer que se livraient les deux camps et qui prend fin cette semaine. Et pour terminer, on va parler un petit peu des Philippines. Donc, alors, un volcan, selon le journal de Montréal, fait fuir les habitants mais attire les touristes. C'est quand même marrant, hein, ce goût pour le spectaculaire. On adore voir des choses démesurées et grandioses. Donc je me suis dit, pour comprendre ce phénomène, je me suis prêté au jeu. Mais visiblement, pour l'homme... Tu y es allé ? Attends, non, pas du tout. Non, j'ai fait l'expérience sur moi-même quand même, attention. Donc, je me suis prêté au jeu, mais visiblement, pour l'homme, ça marche un peu moins bien. Hein. J'ai essayé d'être un volcan en faisant exploser mon acné recrudescente après une longue semaine de malbouffe. Et on peut dire que ça a vraiment pas eu le même effet. Hein. J'ai repoussé effectivement tous les habitants autour de moi, genre des passants à côté de moi dans le bus, enfin ceux qui étaient proches quoi. Et par contre, bizarrement, personne s'intéressait à moi, hein. Vraiment personne. Hein. Personne n'est venu me contempler. Hein. Bon, sauf un dermatologue et un thanatopracteur, mais je sais pas si on peut considérer ça comme des touristes. Ça dépend. Ils ont pris des photos Non, pas trop, non. Non, bon. Pas trop. C'était plus au scalpel, mais bref. Enfin bref, comme une peau d'adolescent en un peu plus spectaculaire, le volcan de Mayenne abreuve son entourage de mucus enflammé. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, paix, amour et adelphité. Eh bien, merci Hugo. À la semaine prochaine pour les actualités internationales de la semaine. Il faut pas dire des choses comme ça. Bon, on va partir sur l'environnement. Une autre crise que celle qui est sur le front d'Hugo. Maintenant, on va charbonner, c'est ça, c'est à toi de charbonner. Exactement. Eugénie. Après cette chronique assez peu ragoûtante, passons à l'étude de la Chine, justement, qui reste fondamentalement intéressante, je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'elle est souvent désignée, la Chine, comme l'atelier du monde. Ce qui justifie donc une forte demande en énergie, ce qui justifie donc que la Chine apparaisse comme le plus gros consommateur énergétique de la planète, avec la consommation d'un quart de l'énergie mondiale, rien que ça. Et pour pallier à cette forte demande en énergie, la solution du charbon s'impose. Mais pourquoi le charbon ? Eh bien finalement, c'est le professeur de géographie à l'université Lyon 3, Bruno Morisset, qui me répond. Le charbon est utilisé en Chine comme dans d'autres pays émergents parce que c'est une source d'énergie très abondante, facile à utiliser et moins chère. Or, le charbon est l'un des points noirs de la cause environnementale. L'un des engagements chinois lors de la COP 21 était l'augmentation de la part des énergies non fossiles, des énergies renouvelables donc, au détriment de la part des énergies fossiles et donc en découlant au détriment du charbon. En fait, l'intention chinoise est d'accroître l'utilisation des énergies renouvelables à 15% d'ici 2015 et à 20% d'ici 2030. Actuellement, et 2 ans après les accords de Paris, la Chine reste le plus gros consommateur de charbon et sa contribution énergétique s'élève seulement à 5%. Alors cet engagement est-il trop ambitieux ou trop modeste ? Il est difficile d'évaluer. Notons tout de même, de manière plus générale, que Greenpeace
estime le pari des 2% de la COP21 beaucoup trop insuffisant. L'ONG m'explique très clairement, et je les cite d'ailleurs, l'accord de Paris ne va clairement pas assez loin. Il aurait fallu un engagement atteignant les moins 1,5% au minimum. Le charbon représente l'un des facteurs de la crise climatique, pour 2 raisons. Et là encore, c'est Greenpeace qui m'explique. Primo, parce que c'est une énergie fossile, donc il faut la laisser dans son milieu naturel, c'est-à-dire laissons le charbon dans le sol. L'extraction du charbon elle-même, en fait, est polluante. Deuxio, parce que la combustion du charbon entraîne une émission de CO2 qui, on le sait tous, aggrave le trou dans la couche d'ozone et donc favorise le réchauffement et donc le dérèglement climatique. Au-delà de causer de réels troubles environnementaux, de repeindre les bâtiments en noir et de rendre le ciel grisâtre, le charbon est extrêmement dangereux pour la santé. Depuis plus d'1 an, à présent, l'OMS a lancé, c'est-à-dire presque en automne 2016, une campagne de communication pour réduire les polluants atmosphériques. Il faut dire que l'ONG, dans son rapport de 2013 justement, recense 3 millions de décès ayant pour cause la pollution de l'air et plus spécifiquement, cette pollution de l'air est à l'origine de 2 décès sur 3 en Asie du Sud-Est et en Pacifique occidentale, c'est-à-dire concrètement la Chine est en plein dedans, ce qui donne au gouvernement chinois de quoi réellement s'inquiéter, d'un point de vue environnemental déjà, et ensuite d'un point de vue au niveau de la santé. Et justement, Pékin commence à réagir face à l'ampleur de la situation. Xi Jinping en a conscience et déclare vouloir voir le retour du ciel bleu à Pékin, mettant en place, et je cite le professeur Morisset une nouvelle fois, une politique de diversification énergétique. Le gaz, l'éolienne, le solaire ou encore le nucléaire sont maintenant mis en avant. Des solutions plus ou moins radicales sont donc mises en place par le gouvernement. Et Greenpeace reconnaît et salue les efforts fournis. Nous n'aurons pas le temps de tous les étudier, évidemment. Mais l'une d'entre elles m'a semblé tout à fait captivante, celle de remplacer les systèmes de chauffage à charbon de chaque citoyen par un système de chauffage à gaz nettement moins polluant. Effectivement, le professeur Morisset me disait aussi « Le chauffage au charbon est obsolète, très polluant et dangereux. Il n'existe plus depuis longtemps chez nous. Il apparaît donc comme un processus normal dans un pays en voie de modernisation accélérée de mettre à mal le chauffage à charbon et de le remplacer par un chauffage à gaz. Or, certains ménages chinois, surtout dans les milieux les plus populaires, ne sont pas correctement équipés. Le chauffage à gaz n'était pas prêt. Mais plus encore, le pays a dû faire face à une réelle pénurie de gaz, en fait. C'était aux fournisseurs locaux de décider qui serait approvisionné ou non en gaz, ce qui donne lieu à des situations totalement inédites. Certains établissements scolaires préférant donner cours à l'extérieur du bâtiment, malgré des températures négatives, pour profiter des quelques rayons de soleil. Merci Eugénie. Tout à l'heure, tu as parlé de point noir. J'ai cru que tu allais repartir en jeu de mots. J'ai eu très peur à propos du charbon. J'ai failli. J'ai vu la malice dans tes yeux. Je me suis dit, elle va le faire. Et non, elle ne l'a pas fait. Eugénie Fricot est raisonnable à l'antenne. Voilà. On va passer à autre chose. Mais d'abord, j'aimerais vous faire écouter quelque chose. Je vous explique. C'était dans un reportage de Frédéric Monteil et Laurent Di aux 20h de France 2 en 2005. Je vais vous faire écouter, on réagit juste après. Le problème est là. 141 pays ont signé, mais seulement 30 s'engagent à réduire leurs émissions. Les États-Unis, principal pollueur de la planète, et l'Australie refusent l'accord, jugé trop contraignant. D'autres, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, ont ratifié, mais sans obligation de résultat. Pour l'instant, aucune sanction financière n'est prévue en cas de non-respect du texte. Alors, vous l'avez entendu, il parle de l'application du protocole de Kyoto. C'était en 2005, donc 8 ans après sa signature. Et il pose une question qu'on pourrait se poser encore aujourd'hui. Peut-on mettre des sanctions financières en cas de non-respect d'un traité environnemental ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Eh bien, personnellement, j'imagine que c'est possible, oui. Parce que, en fait, la crise environnementale prend de plus en plus d'ampleur du point de vue des relations internationales. C'est-à-dire qu'il y a 10, 15 ans, c'était une crise, on peut le dire, c'était une crise assez mineure. Ça reste une crise
ce n'est pas le premier sujet à l'ONU. Néanmoins, je pense que les pays ont de plus en plus conscience, les gouvernements ont de plus en plus conscience qu'il faut prendre des mesures et qu'il faut les prendre ensemble. Et effectivement, ce serait pas illogique qu'il puisse y avoir des sanctions et des sanctions financières. En fait, je pense que c'est même capital. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, s'il n'y a pas de sanctions, il n'y aura pas d'action. Donc je pense que là, à partir d'un certain moment, et au point où on en est, ça devient juste essentiel. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord et que tout le monde s'accorde sur des accords contraignants, ça risque de devenir très compliqué pour nous. Et du coup, il y a une question qui vient tout de suite après. Vous avez sans doute dû y penser. Qui mettrait en place ces punitions, ces sanctions financières? Ce serait l'ONU? Ce serait un tribunal international? Qui aurait la compétence? C'est peut-être aussi ça la vraie question. Est-ce que l'ONU est prêt à prendre la place d'une puissance mondiale Alors effectivement, c'est une réelle question, puisque on sait qu'en droit international, il est très compliqué de contraindre un État. Et qui dit l'ONU pour contraindre, dit aussi l'accord des États-Unis. Et là, ça devient plus compliqué, surtout avec Donald Trump à sa tête, qui est climato-sceptique, on le sait tous. On a tous vu son tweet à Noël où il disait que il ne voyait pas de réchauffement climatique puisqu'il neigeait. Enfin voilà, on a quand même les États-Unis où on a quand même, je dirais, ce déni. Et donc voilà, s'il fallait contraindre un État, il faudrait d'abord convaincre les États-Unis. Mais en même temps, on a la Chine qui fait contrepoids. Et la Chine prend de plus en plus de mesures. Le gouvernement à Pékin se rend compte qu'il faut faire face à ces problèmes climatiques. Donc oui, l'ONU, je pense, pourrait contraindre. Eh bien, affaire à suivre. Ce sera très intéressant. Je pense, les développements de ces sommets internationaux. On va passer à toute autre chose. Charlotte, tu nous emmènes un peu dans un pays paradisiaque, c'est le mot. Nous rêvons tous de partir en vacances dans ces îles justement paradisiaques, avec des plages de sable blanc, la faune et la flore exceptionnelles, et les hôtels de luxe 10 pieds dans l'eau. Mais peut-être un peu trop, car d'ici la fin du siècle, ces îles ne seront plus, plus à proprement parler, puisqu'elles appartiendront au monde des sirènes et autres survivants de l'Atlantide. En effet, réchauffement planétaire oblige, la glace fond et le niveau de la mer augmente de 1 à 3 mètres d'ici la fin du siècle. Ces îles paradisiaques sont les premières touchées, puisqu'elles ne sont certaines qu'à quelques mètres du niveau de la mer. Ce sont aussi les premières à vouloir réagir, mais certaines ne sont pas assez développées pour le faire. Mais cela ne les empêche pas de se donner une voix sur la scène internationale. C'est le cas d'un archipel dans le Pacifique Sud, les îles Fidji. Cette ancienne colonie britannique, indépendante depuis 1970, devenue la République de Fidji, malgré quelques tensions et autres coups d'État, est composée de plus de 300 îles volcaniques, dont seulement une centaine habitées, et la capitale, Suva, se situe sur la plus grande île où le point culminant est de 1300 mètres. Cette république a réussi à s'imposer sur la scène internationale environnementale, grâce à la présidence de la COP23 en novembre dernier. Oui, je sais, la dernière COP23 ne s'est pas déroulée à Fidji. Elle s'est déroulée en Allemagne, à Bonn. Mais essayez de déplacer 20 000 personnes sur une île dans le dernier fuseau horaire et qui n'a pas les moyens de construire de nouvelles infrastructures. Vous verrez tout de suite que ce n'est pas si évident. Ainsi, le siège de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique s'est trouvé être un lieu neutre parfait. Ainsi, les pays insulaires comme Fidji, représentés par les Fidji d'ailleurs, ont pu se mettre en avant et transmettre leur voix pour être des moteurs dans les négociations. Car en effet, ce sont ces petits pays les premiers touchés par les défis climatiques, tels que l'augmentation de catastrophes naturelles, comme le cyclone de catégorie 5 qui a frappé les îles Fidji en 2016 et qui a détruit tout de même l'équivalent d'un cinquième de leur PIB. Ou l'augmentation de la température de l'eau et de son acidité qui tue peu à peu les coraux ainsi que tout l'écosystème. Mais pour le moment, l'un des problèmes principaux est la montée des eaux, qui d'ailleurs est déjà montée de plus de 20 cm et qui devrait continuer à monter d'1 mètre voire à 3 en fonction des analyses, et qui devrait submerger après s'être infiltrée dans les nappes phréatiques. C'est très rassurant. Oui, très rassurant.
J'ai eu la chance de m'entretenir avec la professeure Elisabeth Holland, qui est la directrice du Centre Pacifique pour l'environnement et le développement durable de l'Université Pacifique Sud, située dans la capitale de Fidji. Cette professeure, reconnue internationalement, a pris le temps de répondre à mes questions sur les conséquences de la montée. Right now, globally, the sea level has risen about a little more than 20 centimeters. The latest science suggests that very quickly we'll be looking at 1 to 3 meters of sea level rise. So the way the villages right now are protecting themselves are by moving, by building seawalls, or by installing floodgates. So the villages that need to move have already been identified with just the level of sea level rise that's coming. But as the rate of sea level rise increases, it will become even more urgent for these villages to move. So 676 of the 1,800 villages in Fiji will need to be moved. So imagine how expensive that will be. Donc, comme elle nous dit, le niveau de la mer est déjà monté de plus de 20 cm. Les villages ont donc dû développer des techniques concrètes pour se protéger, avec des digues, des vannes ou encore des barrages. Et dans certains cas extrêmes, certains villages vont devoir être déplacés. Et c'est un cas extrême finalement assez courant, puisque dans les îles Fidji, cela représente 85% des villages fidjiens qui ont déjà été prévenus sur leur futur déplacement. C'est donc un nombre colossal qui va entraîner un coût tout aussi important pour la communauté. D'autant plus que ces villages devraient être déplacés d'ici 2 décennies et qu'ils ne feraient qu'augmenter le nombre de migrants climatiques. Face à tous ces défis environnementaux, j'ai cherché les solutions qui ont été trouvées. Au niveau national, de nombreuses lois ont été mises en place, dont une taxe sur les sacs plastiques pour faire diminuer l'utilisation de moitié, mais aussi sur les voitures et bateaux de luxe. Mais cela ne se limite pas à une taxe dissuasive. And then the revenue from those plastic bags is invested in the Environment and Climate Adaptation Fund. So the purposes of the fund are to promote conservation of the forest, flora, fauna, wildlife, ecosystems, and biodiversity of Fiji. So it's a whole collection of small ways of investing in the future of Fiji. Donc, les revenus de ces différentes taxes sont donc reversés à des activités de protection environnementale pour protéger la diversité de Fidji et puis trouver des solutions pour son avenir. Mais c'est au niveau international que les îles Fidji ont su s'imposer. À la COP21, elle est la première à ratifier le traité de Paris. À la COP22, elle est un peu plus discrète, mais elle est omniprésente lors de la COP23. Déjà par sa présidence, mais aussi par tous les traités proposés pour répondre aux engagements de la COP21. Il y a tout d'abord le Pacific Climate Treaty. Ce traité est le premier à engager officiellement des pays à supprimer les énergies fossiles avec des actions concrètes, comme la suppression d'aides ou de projets d'exploitation, tout en montant des fonds pour aider ceux touchés directement par ce changement et faciliter l'accès aux énergies renouvelables. Malheureusement, il n'a été ni signé ni ratifié. J'ai pu avoir l'avis de la professeure Holland sur ce traité, qu'elle a elle-même étudié. I think it's a great idea. The Pacific Climate Treaty. It's a mechanism it's a policy mechanism for advancing climate action in the Pacific and globally. And this treaty will support regional cooperation on mitigation, adaptation, loss and damage, climate-induced migration, and access to justice. So it puts climate justice at the center of its considerations. But sometimes really good ideas, like the Pacific Climate Treaty, may be ahead of their times, and it may take some time for everybody to catch up with it. Donc, comme le dit la professeure, ce traité, pour elle, est une bonne idée. Mais certaines bonnes idées ont besoin d'un peu plus de temps pour être mis en place et pour être acceptées par les pays. Car ce traité permettrait de mettre en place une politique pour le climat, d'abord pour le Pacifique, mais aussi pour le reste du monde. Il a pour but de soutenir les entreprises, les coopérations pour tous les problèmes liés au changement climatique, mais aussi mettre en avant la justice climatique. Même si
ce traité presque idyllique n'a pas pu être signé, un grand pas a été fait avec le mouvement Moving Post-Coal Alliance, qui a pour but de supprimer l'un des facteurs majeurs de la pollution mondiale, le charbon, comme nous le disait Eugénie, qui est omniprésent. Ce traité donc réunit 25 pays, donc de grandes puissances, comme le Royaume-Uni, le Canada, la France et bien évidemment Fidji. La professeure Hollande a pu m'expliquer les enjeux de cette alliance du charbon. It's coal-fired, and essentially there's a declaration that says coal-fired power plants produce almost 40% of the global electricity today, making carbon pollution from coal a leading contributor to climate change. Analysis shows that coal phase-out, stopping the use of coal, is needed no later than by 2030 in the OECD and EU28, and no later than by 2050 in the rest of the world. Donc, le charbon est nécessaire. Il représente donc 40% de l'électricité mondiale, mais il est ce qui fait de lui l'un des plus grands pollueurs. Mais selon des dernières analyses, il faudrait arrêter les centrales de charbon d'ici 2030 pour les pays développés tels que l'Europe ou au plus tard 2050 pour le reste du monde. Enfin, au niveau local, a été mis en place le programme Talanoa. Talanoa, the 2018 facilitative dialogue, is an official outcome of COP23. It says Talanoa is a traditional word used in Fiji and the Pacific to reflect a process of inclusive, participatory, and transparent dialogue. The purpose of Talanoa is to share stories, build empathy, and to make wise decisions which are for the collective good. Everyone's views are considered and heard and become part of the solution. Donc, selon professeur Hollande, ce programme a déjà fait ses preuves. Talanoa est un mot traditionnel fidjien et dans le Pacifique, cela signifie un processus d'inclusion, de participation et de transparence. Il est là pour favoriser le dialogue entre tous les acteurs du changement climatique, car chacun peut raconter sa propre histoire. Cela permet donc tout d'abord de créer du lien entre les personnes, mais aussi d'arriver à trouver des décisions efficaces qui correspondent aux besoins de tous et que tout le monde soit investi dans ces solutions. Enfin, la nouvelle importance de Fidji dans les relations internationales environnementales n'est pas que lors des COP. En effet, pas plus tard que la semaine dernière, le directeur de l'ONU Environnement, Eric Sohem, a lancé l'année internationale pour les récifs depuis les îles Fidji. Cette action de protection des coraux est soutenue par l'ONU, évidemment, mais aussi par d'autres ONG, de grandes ONG, comme WWF, dont le but est d'éviter la mort de la moitié des coraux d'ici 30 ans. Ainsi, les îles Fidji sont devenues les ambassadeurs de ces îles qui souffrent directement du réchauffement climatique. Mais ces îles ne veulent pas rester que des victimes passives, mais bel et bien des acteurs moteurs de ces réformes. Merci Charlotte, merci beaucoup. C'était une super chronique. On va poursuivre avec un même enregistrement. C'est pas le même, un enregistrement. Je vous explique. On est sur Antenne 2, donc 10 ans avant. C'est Henri Sagnier qui présente le reportage de Sophie Jouve et qui annonce le futur sommet de la Terre à Rio en 1992. Je vous laisse écouter. 20 ans après le sommet de Stockholm, une centaine de chefs d'État sont attendus à Rio pour le sommet de la Terre, version 1992. La grande question à laquelle les experts et tous les grands de ce monde vont essayer de répondre est très simple. Écoutez bien, peut-on poursuivre le développement de la planète Terre tout en préservant l'environnement ? Question qu'on peut encore se poser aujourd'hui. Vous voyez, les questions reviennent sans cesse alors que ça fait des années, des dizaines, presque 30 ans. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on peut poursuivre le développement de la planète Terre tout en préservant l'environnement ? Ben oui, aujourd'hui l'économie n'est pas que basée sur les énergies fossiles, même si c'est important. Aujourd'hui, je pense que des pays développés comme la France, les États-Unis peuvent s'en passer et essayer de développer de nouvelles activités qui ne se concentrent pas
sur des choses polluantes. Eugénie, toi, par rapport à la Chine se développe énormément. Encore aujourd'hui, on le voit à son taux de croissance. Est-ce qu'elle peut se développer de façon verte ? Eh bien, c'est son souhait, en tout cas. C'est son souhait et c'est de plus en plus concrétisé. Alors, par différentes mesures, effectivement, ça commence par la fermeture des centrales à charbon et ça commence par le fait de se développer aussi à l'extérieur de la Chine et du coup, enfin, de s'ouvrir en fait. On a tout à fait une ouverture de la Chine vers l'extérieur et une ouverture assez énergétique. C'est-à-dire que la Chine va implanter ailleurs que sur son territoire, par exemple des éoliennes ou par exemple des panneaux photovoltaïques. Tout ça pour avoir un apport énergétique, pour amener de l'énergie dont elle a tant besoin. Mais oui, de toute façon, le grand souci de la Chine en 2018 maintenant, oulala, j'allais dire 2017. Oui, ça fait bizarre. Hein, je suis restée encore en 2017. Non, en 2018, c'est bel et bien de se consacrer à des efforts environnementaux bien plus importants que ce qu'elle a fait actuellement. Et c'est les déclarations que fait son président, en tout cas. Marguerite, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, moi je voulais juste dire que ça paraît un peu hypocrite que les pays développés demandent maintenant aux pays qui sont en cours de développement de limiter leurs émissions, alors qu'eux-mêmes en ont bien profité quand eux se sont développés. Et maintenant que, par exemple, avec l'émergence du continent africain qui est en train de se développer de plus en plus, ça paraît compliqué de leur demander de réduire leurs émissions alors qu'ils n'ont même pas encore commencé à pouvoir se développer. Et ça va être compliqué de faire accepter aux pays les plus pauvres qui veulent eux aussi avoir le droit de se développer et de croître, de leur demander de réduire leurs émissions quand les autres pays en ont déjà bien profité. Oui, parce que ce développement vert, il nécessite quelque part une technologie plus avancée et des moyens de production plus avancés également. Et pour ça, il faut être un pays développé avant en principe. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire de la part des pays développés ? Je crois que ça se fait parfois. Ça se met en place, il y a le fonds vert qui a été mis en place par la COP21, si je ne m'abuse, ça se fait. Donc finalement la question qu'on se posait il y a 30 ans, il y a 20 ans, elle se pose toujours et on essaye d'y répondre de façon concrète. On verra la réponse réelle, concrète sur le terrain, on la verra finalement dans 20 ans si ça a marché. Et puis justement, maintenant qu'ils commencent à se développer, ils peuvent essayer de se développer en ne faisant pas les mêmes erreurs que les pays développés actuellement. Mais c'est vrai que pour eux, ça va pas être facile à accepter. Vous commencez, non, vous faites pas, mais pas de faire comme... Oui, puisque des erreurs... Ça demande aussi énormément de moyens. Quoi. Voilà. Effectivement. Bon, on verra, affaire à suivre. Tu voulais rajouter quelque chose, Eugénie ? Oui, en fait, Marguerite a résumé toute la problématique qui se passe au Gabon en ce moment, où on essaye d'implanter le développement durable à fond. C'est vraiment super intéressant à suivre parce qu'on essaye de l'implanter et vraiment en toute hypocrisie est le mot choisi et le mot à choisir, parce que finalement on essaye dans la région, enfin voilà, on essaye de le développer dans la région, mais ça ne marche pas très très bien. Peut-être, je dis ça, je ne dis rien, ce sera l'occasion d'une prochaine chronique ou émission sur le Gabon, pourquoi pas. Ça pourrait être très intéressant, effectivement, il y a plein de choses à dire sur le Gabon. Mais là, on va passer à autre chose. Alors là, c'est un climat beaucoup plus froid, on l'a dit tout à l'heure. J'espère que la chronique ne sera pas froide. J'espère aussi. Mais en tout cas, Marguerite, on t'écoute. Du coup, pour moi, fini le charbon, fini les pays qui disparaissent. Moi, j'ai décidé de me pencher sur la Suède, qui semble être, dans la vision commune, un modèle à suivre en termes d'écologie. Et pour le coup, on peut dire que la Suède, c'est un des bons élèves mondiaux en matière d'écologie. Selon l'index de performance environnementale de l'université de Yale, qui a été publié en 2016, la Suède était 3e, avec notamment une qualité de l'air excellente, une agriculture durable très développée et une exposition de la population aux risques sanitaires des plus faibles du monde. Ces chiffres, ils sont très compréhensibles quand on les regarde à la lumière des efforts politiques qui sont déployés par le gouvernement, taxe carbone, réforme fiscale, taxe d'embouteillage dans sa capitale Stockholm. Un projet de ville écologique, le Stockholm Royal Seaport, est déjà en construction et devrait être achevé d'ici 2030. Une ville verte avec des technologies innovantes pour économiser l'énergie. Ces grandes entreprises comme Sony Ericsson ou Nokia suivent également la tendance en faisant partie des entreprises les plus vertes du monde, selon Greenpeace. Mais les habitants semblent aussi sensibilisés à l'écologie. Par exemple, en 2016, la Suède a atteint presque 40% de recyclage de ses déchets plastiques, et dont près de 99% est revalorisé. On voit donc que la Suède est un exemple à suivre en matière d'écologie.
Et cela s'est ressenti lors des différentes rencontres mondiales sur ce thème et dans les relations internationales. L'ambassade de Suède a rappelé les efforts de son pays, notamment économiques, puisque la Suède est le premier contributeur mondial du Fonds vert pour le climat de l'ONU, dont on parlait avec Flavien. Lors de la COP21, par exemple, dont on a beaucoup entendu parler car ce sommet qui rassemblait 195 pays s'est déroulé dans notre capitale du 30 novembre au 12 décembre 2015 et qui a débouché sur l'accord de Paris. L'Europe, en tant qu'union, et donc pas chacun des pays pris indépendamment, a pris des engagements très précis et chiffrés. Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre à l'intérieur de l'Union européenne par rapport à 1990, arriver à au moins 27% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie en 2030 et à au moins 27% d'économie d'énergie par rapport à un scénario référence à l'horizon 2030. Dans ces chiffres, tous les gaz et tous les secteurs de l'économie sont concernés. Donc la Suède s'est révélée être un leader durant les négociations et être prête à s'engager économiquement de manière significative, contrairement à d'autres pays développés dont la réticence à mettre la main à la poche a pu être soulevée par les observateurs. La Suède s'est engagée avec 19 autres pays à doubler ses investissements dans les énergies propres dans les 5 ans, donc d'ici à 2020, et à investir avec eux près de 20 milliards d'euros dans la recherche sur les énergies moins polluantes. Cet engagement est appelé Mission Innovation. Et fidèle à son rôle de moteur, la Suède a également pris l'engagement avec l'Allemagne, la Norvège et le Royaume-Uni à investir près de 250 millions d'euros dans le programme de la Banque mondiale, le TCAF, Transformative Carbon Asset Facility, qui a pour but d'aider les pays pauvres à réduire leur pollution carbone et à les encourager grâce à des paiements à mettre en place des politiques de réduction carbone. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Pendant la COP21, la Suède a été un moteur et n'a pas hésité à investir pour aider à atteindre les ambitieux, trop peut-être, objectifs fixés. Donc la COP21 a été logiquement suivie de la COP22 à Marrakech au Maroc et de la COP23 à Bonn en Allemagne, mais organisée par les Fidji, comme nous l'expliquait Charlotte. Comme ces négociations n'ont pas eu lieu en France, on en a beaucoup moins entendu parler et la couverture médiatique a été très partielle. Ces 2 sommets ont notamment servi à finaliser et à mettre en œuvre concrètement les accords de Paris, mais cela s'est révélé très délicat, sur fond de rivalité nord-sud et à cause de crispations quant au budget, mais aussi à cause de l'arrivée de Trump dans les négociations et par la suite à la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Les pays se laissent jusqu'en fin 2018 pour dresser un bilan collectif de leurs émissions en gaz à effet de serre. Donc comme je l'ai dit, ça s'est avéré compliqué de trouver des réels signes de progression en 2 ans, et surtout de comprendre le rôle de la Suède en particulier quand elle agit à l'intérieur du bloc européen. Pour m'aider à y voir plus clair, j'ai contacté Valérie Laramé de Tannenberg, qui est le rédacteur en chef du Journal de l'Environnement, c'est un journal en ligne, et qui a écrit un article très intéressant que je vous invite tous à aller lire. On le mettra dans la description. Ouh. Parfait. Qui s'appelle « Comment la Suède négocie-t-elle l'après COP21 ?» Je l'ai d'abord questionné sur le rôle de la Suède dans les 2 dernières COP, et si on pouvait dire, en tant que pays très avancé écologiquement, qu'il détenait un leadership. D'après lui, au contraire, la Suède a été moins active et plus en retrait, et elle ne s'est pas positionnée en leader alors qu'il semblerait nécessaire d'en trouver un. Selon lui, le leadership écologique qui semble se dessiner serait plutôt formé de l'Union européenne, du Canada et de la Chine, même si cela reste à confirmer. Pour lui, une des principales avancées depuis la COP21 en Suède, c'est l'entrée en vigueur, ce 1er janvier, de la loi sur le climat, dans l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. Le gouvernement est obligé d'adapter ses politiques sectorielles au budget carbone donné. Il doit rendre des comptes au Parlement et c'est une autorité indépendante qui sera chargée de contrôler les résultats de cette politique. Mais le rédacteur en chef du Journal de l'Environnement souligne la difficulté de décarboner certains secteurs d'activité, notamment celui des transports. Enfin, j'ai essayé de comprendre si on pouvait considérer la Suède comme un modèle et comment cela s'expliquait. Selon lui, la principale raison de son avancement dans ce domaine, c'est la fiscalité mise en place, notamment la taxe carbone qui est très efficace et qui aurait permis de réduire de 16% l'émission de gaz à effet de serre et d'investir dans des solutions énergétiques plus efficaces. Et il a donné l'exemple du chauffage collectif urbain. Et pour finir sur une note qui nous parlera à tous, j'ai contacté Rachel Heim, une étudiante de l'université Pierre et Marie Curie, en échange à Uppsala en Suède. Et j'ai essayé de comprendre les différences concrètes dans la vie quotidienne qui existent entre la France et la Suède, qui pourraient expliquer le fait que la Suède est considérée comme un exemple et comme étant en avance sur la plupart des pays européens. Elle m'a d'abord expliqué que ce qui l'a marqué, c'était à quel point le tri était poussé. Il possède beaucoup plus de catégories de tri que nous. Le verre blanc est séparé du verre coloré, les journaux sont à part, le compost. Par exemple, elle m'a dit qu'il y avait une dizaine de poubelles différentes dans sa CTU. Le tri est tout simplement omniprésent. Il n'existe pas de poubelle normale, et pour elle, il est important de souligner qu'outre l'effort des habitants, il existe un effort des institutions qui ont mis en place ce tri partout, que ce soit dans les facs, les entreprises, les rues. De plus, les transports en commun sont propres, les bus y roulent au biogaz.
Les villes, même les plus petites, elles possèdent plein de pistes cyclables et en été, quasiment tout le monde se déplace à vélo. Elle a noté que les gens étaient plus respectueux et ne jetaient rien dans la rue. Et au niveau de l'alimentation, elle m'expliquait que l'option végétarienne ou végane était présente partout et que les substituts de viande étaient très facilement trouvables. Et le bio aussi est extrêmement répandu. Quand je lui ai demandé selon elle d'où venaient ces différences, sa théorie personnelle est le lien avec la nature. Ce lien est encouragé puisque là-bas on peut camper absolument partout, même dans les propriétés privées, tant qu'on ne gêne pas la vue, dans ton jardin si tu veux. Et par exemple, l'État met à disposition des cabanes équipées pour inciter les gens à venir dans la nature. Du coup, le lien avec la nature est beaucoup plus fort et cela expliquerait, selon elle, le plus grand respect des gens et leur mentalité écolo. Merci beaucoup. Moi, je tiens à réagir parce que, alors, ça dépend où est-ce qu'on est, mais dans le monde associatif notamment, dans les week-ends interassociatifs d'AnimaFac, à la maison des étudiants, qui est là où est le siège du journal international, dans les assemblées générales, les étudiants en développement, dans tout un tas d'associations, et dans le monde associatif en général, je crois, il y a un accès beaucoup plus, simple. Lors des repas, il y a toujours repas sans viande, repas avec viande, repas vegan. Je sais pas, vous trouvez vraiment que c'est pas accessible ? Je sais pas si on peut dire que c'est pas accessible, mais en tout cas c'est beaucoup moins revendiqué. Et même si c'est bien que ça soit dans le milieu associatif, d'ailleurs ça s'explique peut-être parce qu'on est plus jeune et peut-être on prend ça plus à cœur. Peut-être, hein, c'est aussi une question de génération, oui. C'est sûrement une question de génération parce que nous on est un peu nés avec et on entend depuis qu'on est né le réchauffement climatique. On a tous des amis véganes et parfois on l'est aussi. Je sais pas, est-ce qu'il y en a une de vous qui est végane ? Non, on n'a pas pensé au kebab. Ah, ça viendra peut-être un jour, je ne sais pas. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. On fera une émission nourriture, nourriture et relations internationales, car toujours relations internationales. On vous avertira, mais là c'était super sympa. On a appris plein de choses, c'était un beau panorama des initiatives environnementales et de la mise en œuvre parfois des promesses prise après les traités internationaux COP21, COP22, COP23. La semaine prochaine, Aya vous parlera avec son équipe de l'Arabie Saoudite et des droits de l'homme. Je vous remercie de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Ich bin ein Berliner. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Je vous ai compris. C'est un vieux pays. Vive le Québec libre. I have a dream. I have a dream. Ich bin ein Berliner. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Je vous ai compris. C'est un vieux pays.